secrétaire général. Julie Thiaël à la donc j'ai eu le plaisir d'entendre la communication il y a quelques instants. Monsieur Hiller au Compototé, qui est là au titre de la conférence, et puis les deux autres collègues que vous avez déjà vus. Alors, théoriquement, il était prévu une trentaine de minutes pour la table ronde. Une trentaine de minutes, ça c'est une trentaine de minutes ou une heure? Une heure, oui, c'est ça, mais calcul c'était une heure. Donc une heure, ça fait une dizaine de minutes par personne, avec les transitions. Peut-être aussi que si l'on souhaite avoir une table ronde, il ne faut pas donner successivement la parole à 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Ça serait bien que les intervenants se limitent à 5 minutes pour pouvoir avoir un deuxième tour et répondre, se situer par rapport à notre propos. Alors c'est assez difficile de lancer parce que je n'ai pas prévu de teasing, de moyens de lancer les choses. Peut-être qu'on va compter sur la spontanéité des membres de la table ronde et de demander à l'un d'entre vous s'il veut se lancer comme première intervention, sachant qu'il y aura droit à un deuxième tour quand il le voudra, par rapport à cette thématique globale qui est cette transition institutionnelle, je reprends les termes, institutionnelle ou environnementale et socio-émotive. L'un d'entre vous veut-il commencer? Monsieur le secrétaire général, merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Omoulaye Alain Dossou, comme on l'a dit, secrétaire général du ministère des enseignements maternels et primaires du Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je voudrais au début dire toutes mes félicitations aux différentes équipes qui ont présenté les travaux de leurs études et qui nous ont permis de vivre en direct la réalité du décrochage et de l'accrochage scolaire. Permettez-moi également de dire merci au programme Apprendre qui nous a permis d'opérer une connexion entre l'université et la société. Parce que pendant un moment, nous avons cette image que l'université n'est pas au sein de la société, on l'aperçoit comme une superstructure qui est au firmament, qui n'est pas connectée à la population, qui n'est pas connectée à la société, mais qui devient en bas pour prendre des données, des problèmes, chercher des solutions pour aller encore plus loin. Au firmament, laissant les sociétés se débrouiller pour régler leurs problèmes à leur manière. Après, nous a permis de voir comment est-ce qu'on peut opérer, comme le terme d'actualité, on peut opérer un accrochage entre l'université et les sociétés. Ceci étant dit, les diverses présentations qui nous ont été faites ce matin et ce soir aussi nous ont montré que, en termes d'accrochage, de décrochage, il y a beaucoup de choses que nous avons appris et que les décideurs dont ils peuvent tenir compte pour régler le problème de décrochage, de l'abandon scolaire, puisque nous avons toujours parlé de l'abandon scolaire, sans toutefois mesurer tous les contours de cet abandon scolaire. Je crois que c'est une bonne manière de nous mettre le doigt sur les réalités de nos sociétés. Et en termes de facteurs de décrochage, je trouve qu'il n'y a pas que le décrochage complet, il y a des décrochages qui ne sont pas complets. Il y a que l'élève est dedans, il est dans le collège, mais il se déconnecte de certaines matières. Je crois qu'il faut en parler aussi. Voilà, la manière dont il a été pris à l'école primaire, il a son maître à lui, qu'il voit tous les matins, qu'il voit tous les soirs, qui s'occupe de lui particulièrement. Parce qu'à l'école primaire, chaque enfant a le maître pour lui. Mais au collège, ce n'est pas toujours la même chose. Et parfois, la manière de dire les choses diffère entre le maître du primaire et le professeur du secondaire. On parle de la même chose,
mais pas de la même manière. Je donne juste un exemple parce que moi je suis un produit de décrochage scolaire. Alors que pendant que j'étais au CM2, excusez-moi de donner un exemple, j'étais très bien en mathématiques, c'était toujours des 20 sur 20, des 18 sur 20. Mais figurez-vous qu'au bac, pour ma première fois, j'ai eu 0,5 comme moyenne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au collège, je ne me suis pas du tout retrouvé comme cela était le cas au primaire. Mais pourtant, je n'ai pas quitté l'école. Donc, il y a un décrochage au niveau d'une matière, mais pas dans toutes les matières. Parce qu'au primaire, on me dira un terrain de forme rectangulaire, de tel mètre de périmètre, ou une table circulaire, de tel nombre de diamètre, de tel nombre de centimètres de diamètre, autour de laquelle on veut recevoir des combines. Chacun va occuper tel nombre. Ouais, je me fais une représentation du problème. Et quand j'arrive au collège, on me parle d'un ensemble, dans lequel il y a un élément, et qu'on va additionner A et B, et que A et B va donner quelque chose, mais au primaire, je n'additionne pas les lettres, j'additionne les chiffres. Mais au secondaire, on va additionner les lettres. Donc, on veut dire la même chose, mais le langage n'est pas le même. Et donc, je voudrais dire tout simplement qu'il faut une connexion également entre les professeurs qui tiennent les sixièmes et le langage qui est parlé au CM2. D'où la formation des enseignants. Parce qu'au primaire, chez nous au Bénin, au CI, lorsque l'enfant quitte la famille pour venir, il est tenu par l'enseignant le plus expérimenté de l'école. Parce qu'il opère, l'enfant opère une connexion, une transition entre l'école et la famille. Au collège, c'est plutôt le professeur, excusez-moi, le professeur, bon, le moins expérimenté, parce que les plus expérimentés sont avec la terminale. Alors, en sixième, il rencontre quelqu'un qui n'est pas très expérimenté. Et donc voilà l'exemple que je voudrais apporter. Il y en a tant d'autres, mais il semble que le temps est très calculé. Je m'en arrête là pour le moment. Merci beaucoup. Je vous remercie d'autant plus que vous avez pris un exemple type pour illustrer votre propos. Voilà. Quelle autre réaction? Allez-y. Merci beaucoup pour cette opportunité qui m'est donnée. Moi qui n'étais pas prévu pour cette table ronde, et qui arrive là comme l'invité de la dernière minute, pour remplacer notre secrétaire général qui est pris dans une autre réunion tout aussi impérative. Mais je suis venu parce que nous avons travaillé son intervention ensemble. Vous pouvez comprendre pourquoi je suis point focal à prendre au Cameroun. Et donc, le secrétaire général du Bénin vient d'insister sur les aspects environnementaux de la transition sur le plan de l'environnement. Peut-être que je vais y aller de plein pied avec la transition sur le plan institutionnel et adresser certains barrages institutionnels qui pourraient empêcher que la transition soit véritablement bonne. Mais de prime abord, permettez-moi de signaler que ce que nous pouvons constater aujourd'hui comme problème ne l'était pas jusqu'à présent au Cameroun, parce qu'au Cameroun, nous ne sommes pas encore de plein pied dans l'enseignement fondamental au sens du présent séminaire. Nous, dans nos textes, c'est l'enseignement primaire qui reste encore obligatoire. Mais maintenant, en nous projetant vers l'enseignement fondamental, nous regardons un peu comme de manière prévisionnelle quels sont les problèmes auxquels on va nécessairement être confronté. Et le premier d'entre elles, c'est celui que citait déjà ce matin le professeur président Thiou, lorsqu'il évoquait avec un goût amer les méfaits du concours d'entrée en sixième. Dans notre pays, il y a encore le concours d'entrée en sixième. Et lui-même, parce qu'il est sélectif, c'est un concours, il constitue une entrave significative qui va recaler les enfants et qui ne pourra pas assurer le continuum de l'éducation des enfants dans la perspective de l'enseignement fondamental. L'autre problème, c'est le problème de disponibilité des infrastructures éducatives, notamment celles du secondaire. Dans les politiques publiques au Cameroun, la priorité avait été donnée à la proximité, à la construction de proximité des établissements d'enseignement primaire dans les villages.
Je pense que nous avons atteint cet objectif. Je peux dire sans grand risque de me tromper que dans mon pays, dans chaque village, il y a une école primaire. Et c'est une bonne chose. Mais sauf qu'en même temps que nous avions accéléré la construction des écoles primaires, nous n'avions pas tenu compte du fait que plus tard, l'enseignement fondamental devrait assurer un continuum qui lui aussi pourrait à terme devenir obligatoire. Donc le problème de la distance qui existe entre les établissements d'enseignement secondaire dans les collèges et les établissements d'enseignement primaire va certainement être un problème significatif à résoudre. Et si j'ai évoqué ce problème en raison des distances, parce que normalement les enfants ne vont pas être à même de faire 15 à 20 km pour aller au collège. Mais lorsque je le dis, les circonstances seront plus aggravantes pour les filles. Parce que vous savez que dans certaines zones du Cameroun, la virginité est restée un précieux sésame pour ceux qui veulent prendre la femme en mariage. Et donc, habituellement, lorsque la fille finit avec le cycle primaire, elle frappe à la porte de la puberté, une porte qui ouvre justement au départ en mariage. Et les parents ne sont pas toujours très disposés à laisser cette fille s'éloigner pour aller habiter ailleurs que là où ils ont les yeux sur son éducation. Donc ça également, ça va créer problème par rapport au problème général de la transition école-collège. Je vais citer une dernière chose qui existe comme un problème majeur chez nous. C'est la non-possession des actes de naissance. D'abord par les élèves qui sont inscrits régulièrement dans les classes d'examen. Chez nous, c'est le CM2 et classe X. Un nombre important d'enfants arrivent au CM2 en classe X sans acte de naissance. Actuellement, des efforts sont faits au niveau institutionnel pour trouver des mesures qui peuvent permettre à ces enfants de pouvoir présenter les examens. Mais il faut dire que si nous restons dans la rigueur de l'ancrage normatif, ces enfants ne devraient pas présenter les examens. Alors, lorsque face à cette réalité, on nous pose la nécessité du continuum éducatif, on se rend compte que ce problème devra être urgemment résolu. Et comme il a été demandé qu'on sorte par des solutions, alors je vais dire que nous avons pensé que dans la perspective d'un continuum éducatif de qualité, il va certainement falloir supprimer le concours d'entrée en 6e et première année, si nous sommes d'accord que c'est l'enseignement fondamental qui devra devenir obligatoire. Et cette suppression va nécessairement entraîner des changements au niveau institutionnel, aussi bien au niveau des politiques publiques qu'au niveau de l'amélioration de l'offre éducative à l'enseignement secondaire. Il se posera nécessairement également le problème de la redéfinition des profils des enseignants. Est-ce que ce seront les mêmes enseignants du primaire qui prendront les 6e, 5e? Est-ce que c'est les enseignants du secondaire qui vont s'en occuper? Il faudra nécessairement trouver une réponse à ce problème-là. On pourrait même envisager la transformation des écoles primaires actuelles en écoles fondamentales en leur ajoutant le segment des enseignements secondaires. Je vais m'arrêter là parce qu'on est nombreux, mais je voulais vous faire partager un peu les réflexions qui font cours au Cameroun, mon pays, le continent. Je vous remercie. Merci, je salue l'Assemblée. Moi, c'est Hilaire Colotier, je suis le coordonnateur d'un programme qu'on appelle le PASSEC, qui est un programme qui existe depuis 2011, il y a 33 ans, et qui est de l'évaluation du système éducatif des pays membres de la Confémène. La Confémène qui est une organisation intergouvernementale, je crois qu'il y a 4 intergouvernements au niveau mondial. Et je vais embrayer sur les propos des deux secrétaires généraux qui représentent pour moi les pays. Moi, je suis au niveau plus élevé que l'ensemble des pays. Et donc, je voudrais dire, poser d'abord une question en me demandant
combien de pays ont encore des ministères de l'enseignement élémentaire séparés du secondaire? Combien de pays ont encore des ministères de l'enseignement secondaire séparés de l'enseignement professionnel? Et des pays qui ont des ministères du continuum qui ont des difficultés à travailler ensemble. Ça, c'est la réalité. Quand on parle de contraintes, je pense qu'il y a des contraintes aussi au niveau politique qui sont là, qu'il faut mettre sur la table. Voilà, donc, si on veut accompagner les élèves qui rentrent par le préscolaire, qui ont fait la préscolaire, qui vont au primaire, après ils vont aller au collège, et que les ministères qui gèrent ces enfants-là ont des difficultés à travailler ensemble, je pense qu'il y a un gap déjà à ce niveau-là. Il faut régler. Je pense que ce n'est pas les affaires qui vont régler ça, mais c'est au niveau politique. Ensuite, je pense qu'il y a un broyage de nos élèves parfois. Quand il dit broyage, c'est quoi? Vous regardez les enfants qui rentrent au niveau primaire, issus du cursus. Nous, on a la chance d'évaluer les enfants en deuxième année, en sixième année, et en 2024, nous allons évaluer le collège. Donc, ça dit qu'on va évaluer le continuum. Quand on regarde de la deuxième en sixième année, on sent vraiment qu'il y a un voyage. Les enfants continuent avec les difficultés jusqu'en sixième année. Vous regardez l'évaluation passée en 2019, vous allez voir, les niveaux de compétences n'est pas mal en deuxième année, mais en sixième année, il y a des problèmes. Plus de 50% d'enfants de sixième année, on a dit qui doivent aller au collège, n'ont pas le minimum requis. Pas le minimum requis, là, je ne sais pas dit. Est-ce qu'il sait faire de plus de non? Je pense à le minimum requis pour aller en sixième. Et comme on a dit tout à l'heure, qui vont supprimer le CPE, c'est une question qui se pose réellement dans le système. Est-ce que le CPE sert à quelque chose? Je n'ai pas dit que c'est nul, hein. Je dis l'objectif que l'enfant va avoir ce certificat-là pour aller au collège. Parce qu'on voit par exemple, on dit oui, on a quand même 15% de taux de réussite au CPE. Mais dans les 15% de CPE-là, vraiment, est-ce qu'on peut dire vraiment les enfants qui sont réellement, qui peuvent aller réellement en sixième pour tenir? C'est-à-dire, il faut la sixième, aller en cinquième, quatrième, troisième. Je dis ça pourquoi? Parce que nous, par exemple, quand on fait l'évaluation du passé qui est une évaluation indépendante, voilà, sur un seuil, niveau minimum vraiment standard, on voit que parfois, nous, on est à des taux de maîtrise d'environ, peut-être, à partir du 19, on est dans les 50, 55%, 60% pour certains pays. Mais dans le même temps, pour le même pays, on a 60%, au passé, on a 95% de taux de ressources pour le même pays. Mais quand on pose davantage dans les institutions, les résultats, qu'est-ce qu'on remarque? Les mêmes acteurs du système vont vous dire que non, parce que le CPE, il y a un système de rachat, il y a des systèmes de rattrapage où on accompagne l'élève à racheter jusqu'à telle moyenne. Donc ça veut dire que nous, si on pousse les élèves vers le collège, sachant bien qu'ils n'ont pas le niveau pour affronter le collège. Et donc on s'étonne que les enfants n'arrivent pas à aller en troisième bien finir le CNP collège. Et donc voilà des éléments, donc il y a beaucoup d'éléments que les systèmes ont mentionnés, mais ce qu'on va mentionner ici, c'est notamment de préparer les enfants. Au niveau du primaire, de préparer à ce qu'on appelle collège. Déjà en sixième année, on peut déjà commencer à discuter avec les enfants pour le préparer à ce qu'on appelle collège. Ça va qu'on ne parle plus de maîtresse, on ne parle de ménage de professeur là-bas, etc. Et enlever, permettre aux enfants de mieux communiquer, de travailler en synergie, en groupe, pour leur monter un peu leur responsabilité. Parce que comme le vice-président apprend, on parle de. C'est la jeunesse qui commence. Et ça veut dire que l'enfant n'est plus un enfant au privé, mais commence à nourrir les idées. Donc il faut le rendre responsable dans certaines situations. Donc en rentrant en classe de 6e et 5e, on va affronter tous ces éléments-là. Et donc mieux faire connaître l'environnement également du collège. Parce que le collège n'est pas tellement déconnecté du primaire, c'est plus l'école ou bien le collège, il faut regarder comme ça. Donc rapidement, c'est ce que je voulais dire en introduction. Merci. Merci. Donc, juste dire moi, je pense que vous m'avez assez entendu, mais ce que je voulais dire, c'est à trois niveaux. Premièrement, au niveau politique, comme plusieurs collègues l'ont dit, il y a une réflexion profonde à faire sur la transition. Il y a une réflexion profonde à faire sur est-ce qu'on veut passer à l'enseignement fondamental. Effectivement,
réflexion profonde à faire sur le CEP. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on avait décidé d'intégrer Haïti dans notre équipe, parce qu'en Haïti, c'est véritablement l'enseignement fondamental. Il n'y a pas de CEPE, donc l'élève rentre et pour faire 9 années d'études directement, et malheureusement, on n'a pas pu continuer l'étude en Haïti pour voir s'il y a des différences profondes avec ce qu'on a dans les autres pays. Mais le point sur lequel je voudrais accentuer mon introduction, ça concerne les directions d'établissement. Ça, c'est ressorti très très clairement, et tout à l'heure, je n'en avais pas vraiment parlé, mais la direction d'établissement, c'est l'acteur majeur de la réussite éducative. Et ça, je pense qu'on ne l'a pas encore compris dans beaucoup de nos pays, parce que, imaginez-vous, il n'y a pas de formation initiale pour les directions d'établissement, en tout cas dans les pays que moi j'ai étudié. Et la direction d'établissement, c'est le cœur de mes travaux, en fait, dans de nombreux pays. Et il n'est tout simplement pas imaginable de souhaiter avoir des résultats, pas seulement au niveau de la transition, mais de façon plus globale, lorsque on n'a pas de formation initiale pour les directions d'établissement et on se concentre sur un développement professionnel alors que la base n'y est pas. Dans nos travaux, nous, on a essayé de regarder avec certaines directions d'établissement comment est-ce qu'ils essayent de suivre, par exemple, l'évolution des élèves. Et oui, il y a des tableaux de bord, mais ici, ils ne retrouvent pas du tout. Et ce n'est pas des tableaux de bord bizarrement qui sont faits pour pouvoir poser des actions en fait correctives. C'est des tableaux de bord qui sont faits pour rendre compte au ministère. Donc je pense que ça, il va falloir véritablement réfléchir là-dessus pour outiller les directions d'établissement et avoir de véritables gestionnaires et non des administrateurs qui gèrent les finances et rendent compte à l'État. Merci. Merci. S'il y a quelques mots, comment dire, dans le cas de cet amendement, je proposerai juste 2 anecdotes. Alors, la première, c'est l'histoire d'un dossier qui n'a pas été déposé dans le cadre de la FEC, pour lequel nous exposons aujourd'hui. Les collègues de Côte d'Ivoire m'ont demandé, comme c'est nos associés à la construction d'un projet, et alors il n'a pas été déposé pour des raisons techniques, budgétaires, vraiment d'accord. Mais il portait sur quelque chose, et c'est là-dessus que je vais réfléchir dans l'intervention, c'est faire un pas de côté. C'est-à-dire là, on pense à la transition dans le cadre scolaire, et en fait, l'accompagnement des marqués environnemental et socio-économique, donc je vais illustrer peut-être cette dimension-là. Et donc, j'ai trouvé intéressant le projet, même si on n'a pas fait jusqu'au bout, c'est pas très grave. Parce qu'en fait, ça s'intéresse au cas particulier de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, et de ces gamins qui, en fait, alors, je sais qu'en Côte d'Ivoire, le plan du collège Francilité, il y avait tous les enfants qui montent après le primaire, sur Yamoussoukro pour aller au collège. Ils montent seuls ou en bande, avec quelques sous dans la poche, leur sac, leur valise. Et dans le meilleur des cas, ils sont hébergés par des connaissances de la famille, ou pris en charge dans des foyers laïques ou religieux, donc ils sont pris en charge, ou ils trouvent en colocation, etc. Et donc il y a tout un contingent de ces enfants-là qui se retrouvent en fait explosés. Alors on a évoqué dans la journée le fait que certains devaient travailler, donc ils étaient scolarisés, donc on est resté très positif, c'est dans le dernier cas, ils travaillent, ils en trouvent, ils arrivent à ses besoins, mais il ne va pas à l'école, il ne va pas au collège. On n'a pas interrogé les dimensions, ce qu'on a bien, c'est qu'en fait, il y a dans ces cohortes d'enfants des corpus importants qui sont exposés à toutes les prédations qu'on peut imaginer quand on a 11 ans, 12 ans, qu'on se retrouve dans une grande ville qu'on ne connaît pas, parce qu'on est du milieu rural. Et il faut regarder aussi, il faut en parler. Alors pour les prédations, je laisse à vos imaginations, c'est tout leur idée, bien sûr. Et donc, il y a en Côte d'Ivoire, notamment à Yamoussoukro, des professionnels de travail social qui interviennent auprès de ces enfants. Sauf qu'ils ont des moyens insuffisants, ils ne sont pas formés, et finalement, il n'y a pas non plus réellement, apparemment, si j'ai compris très bien, d'articulation entre ce corps de métier dans le travail social et les enseignants qui, eux, ne sont pas davantage formés. Donc, en fait, il y a une disjonction, il y a des intentions qui sont intéressantes. Bien sûr, qu'il faut les travailleurs sociaux pour accompagner ces jeunes, pour les
protéger des prédations auxquelles ils sont exposés. Et puis à la fois, en fait, on a affaire à des bonnes intentions qui n'ont pas jusqu'au bout de l'institution, c'était en fait avoir des travailleurs sociaux formés et qui sachent qu'il y a les moyens du dialogue avec les écoles. Et le deuxième exemple qui est plus personnel, c'est, je pense à Timothée Baki, qui est un doctorant burkinabé que j'ai accompagné dans sa thèse, qui a soutenu il y a quelques temps, donc d'abord faisait partie du jury. Et comment dire, en fait, il raconte une histoire, il a fait sa thèse qu'il a soutenue à l'université de Caen-Normandie, avec une notion de sa thèse. Et en fait, il raconte, et moi, en fait, il vient du comité burkinabé Les Folles, et pour l'école primaire, ils allaient à l'école à 6-8 km de là, puis arrivaient le soir à 6-8 km chez eux. Et en fait, il me dit, mais quand je suis rentré en CM2, alors bien sûr que quand les années passent, il y a un petit peu moins d'enfants du village qui y vont, il y a 40 du village, les filles viennent encore, hein, c'est l'école primaire, et il dit, en fait, ma première paire de chaussures, j'ai eu quand je suis rentré en moyenne parce que je suis pas dans les cabales. Et là, comment dire, on se dit, ah oui, en fait, on part de loin, c'est-à-dire qu'il faut sentir, il faut comprendre toute la négation de ces gamins qui font des parcours scolaires sont stupéfiants et qui en fait vont jusqu'à la, pour ce qui est Timothée, jusqu'à la thèse. Et là, on se dit, en fait, la transition se joue là aussi, c'est-à-dire qu'elle se joue dans cette capacité, je veux dire, à ce que les communautés soient. Qui a permis de faire le collège, le lycée, puis passer son bac et en transition de l'ESI. Bon, si je donne ces deux témoignages, je crois qu'il faut aussi la transition de le collège, c'est pas seulement une affaire de l'école, c'est aussi une affaire liée au travail social, à l'environnement, au périscolaire. C'est se pose la question très largement de manière systémique sur, il ne s'agit pas de penser en silo de manière tunnel, mais de penser de manière globale et accompagnement global. Des enfants qui arrivent et qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, totalement déshabilités. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur l'intervention de M. Hilaire par rapport à la suppression du CEP. Bon, la réflexion a poussé aussi en affaire de débat. Mais est-ce qu'on ne serait pas en train de dépasser le problème du CM2 en troisième? Si on considère que du CI au CM2 et même du CM2 en sixième, qui a une passoire où tous les élèves passent et que c'est au niveau de la classe du sixième là, on constate que les élèves ne sont pas performants. Et c'est une bonne raison même de mettre en compte ce café. C'est de mon point de vue. Parce que si l'on laisse passer les enfants du CM2 en troisième, on risque d'avoir le même problème qu'on est en train de refuser au CM2. On risque de déplacer le problème vers la classe de troisième ou peut-être même la classe de terminale. Parce que dans l'étude faite par M. Juscaël, il a été dit que les apprenants du CM2 qui étaient en très bonne performance ont trouvé leur performance chutée au CM et en sixième. Et donc il y a une raison à ça. Il y en a qui avaient déjà une faible performance, je ne sais pas bien que c'est ça, mais qui ont continué d'être faibles. Ça veut dire que le problème que pose M. Ondo Polé, monsieur Hilaire, ça veut dire que le problème qu'il pose, c'est vrai, il est pertinent, mais ne se trouve pas à ce niveau. De mon point de vue, c'est vrai, il y a eu des propositions, il y a des formations des enseignants, du continuum, de prise en charge des élèves, psychologiquement, et de formation des parents, tout. Je crois que si on essaie ces solutions, il faut également ajouter qu'au niveau des écoles primaires, il faut s'occuper maintenant de la qualité de l'enseignement. La qualité de l'enseignement pour permettre aux enfants du primaire, avant de passer en sixième, d'avoir les compétences nécessaires, quelqu'un a parlé de profil de sortie. On s'assure que le profil de sortie a été vraiment réalisé. Et non, tout simplement la suppression des CEP qui pourrait être un problème déplacé. Je vous remercie. Oui, je voulais ajouter deux choses.
La première, c'est de rappeler une expérience ancienne qui tient sur la construction des internats comme l'une des solutions auxquelles on pourrait penser pour assurer le continuum éducatif avec l'enseignement fondamental. La deuxième chose, c'est que je voudrais me situer au milieu entre le point de vue de mon voisin de gauche et le point de vue de mon voisin de l'extrême droite, pour dire que si je le prononce comme institutionnel, ça veut dire que nous sommes en train d'entrer dans le tunnel d'une innovation. Chaque fois qu'on le fait avec brutalité, on a presque la certitude qu'on va échouer. Alors, l'institutionnel voit également l'évolution des flux des élèves qui vont affluer à la porte de l'entrée dans les collèges. Et pour mieux maîtriser ces flux, dans un contexte comme le nôtre, où on continue à dire que nous sommes des pays pauvres très endettés, donc les ressources ne sont pas la chose la mieux partagée chez nous, il serait quand même intéressant que le CEP continue d'exister pour réguler les flux des élèves qui vont commencer à entrer un peu plus massivement au niveau du collège. Comme ça, au fur et à mesure que les moyens seront disponibles pour que les infrastructures puissent répondre à notre demande, on puisse libérer ce passage à cet examen certificatif intermédiaire. C'est ce point de vue-là que je voulais exprimer. Merci. Une minute sur la je voulais juste assurer les filières généraux pour dire qu'ils n'ont pas compris. Je n'ai pas dit le CPE. Je dis la manière de le CPE. Parce qu'on nous dit chaque fois qu'on a quelque chose de réussite. Et donc ça veut dire qu'en réalité aussi, c'est qu'on ne pas soi. Donc si je dis juste la manière qu'on fait le CPE, ce n'est pas que je veux sur le CPE. Si le CPE constitue un filtrage, c'est bon, on va pouvoir utiliser ça. Mais je dis la manière, parce que quand on fait le CPE, on dit tout de réussite. Et puis en réalité, quand on est tout ça, il y a un problème. Donc c'est arrêté par soi, on a dépensé des milliards pour faire un CPE qui a coûté de l'argent, mais qu'on a fait passer une grande majorité qui en réalité n'ont pas les niveaux. Ce que je voulais dire, pas juste le CPE, c'est pas ça, il faut la faire là-dessus. Alors c'est que, en fait, il faut régler définitivement la question du décrochage en veillant à ce que les enseignants, les systèmes de gestion, etc., fassent le travail qu'il faut pour que les élèves aient les compétences pour pouvoir passer d'une place à une autre. C'est ce que je voulais dire en parlant tout à l'heure de ce niveau-là. Ensuite, il faut aussi se demander pourquoi la question de transition école-collège, on constate que c'est ça aussi mieux dans le public. Je n'ai pas dit en termes de nombre, je dis en termes de proportion. Et donc, ça dit que ça remet en question tous les facteurs que l'étude de ça a trouvé. Et comme ça, on a l'apprentissage au niveau familial, d'autres côtés de gestion au niveau de l'école, et même chez le système. Et donc, c'est de se remettre en question pour dire est-ce que nous aussi, la manière de gérer le système, est-ce que ça répond aux objectifs que l'on s'est fixés pour que ceux qui sont sortis pour aller au collège, bien tous le collège, s'ils décrochent, est-ce qu'on a tout le monde de sortie pour ne pas qu'ils restent à la maison, comme il a dit, mais qu'ils trouvent d'autres canaux pour pouvoir continuer leur étude. Merci. Bravo. C'est juste vraiment un mot parce que je ne l'avais pas dit, mais là je viens de l'entendre et il faut que j'en parle. Moi je suis désolé, vraiment, excusez-moi, mais un examen scolaire pour moi, ce n'est pas et ça ne devrait pas être un moyen de tamiser ou cacher les incapacités de l'État à assurer une éducation de qualité à ses enfants. Ça doit être un examen pour valider les compétences qui doivent être acquises à ce niveau-là. Et c'est malheureusement ce qu'on constate dans nos pays. Pour la simple histoire, moi, j'ai été très brillant au primaire et je voyais venir mes grands frères, pas les grands frères de famille, mais qui me disaient, mais quand tu vas venir au collège, tu vas voir. J'ai rien vu, heureusement. Mais beaucoup ont vu rouge quand ils sont arrivés au collège. Et je pense que le CEP, tout comme l'ensemble de nos systèmes d'enseignement, doivent adopter une posture de bienveillance et d'accompagnement des enfants de la République vers la réussite, et non tout simplement pour masquer, retenir des enfants parce que l'État n'est pas capable d'assumer ses responsabilités. Merci. Alors, je vous remercie beaucoup parce qu'on
va prendre trois questions maximum de la salle, et peut-être après les réponses. Vous vous présentez. Je me nomme Jean-Paul Marcelin Nomadin, inspecteur général des enseignements au ministère des enseignements secondaires du Cameroun. Je m'empresse de prendre la parole parce que, et Yvan l'a dit, qui parle au nom du secrétaire général, nous sommes en continent. Il faut bien comprendre pourquoi nous sommes en continent. Sur le plan scolaire, nous avons un système éducatif qui a deux sous-systèmes. Et chaque sous-système a ses spécificités propres. Pour passer à l'enseignement fondamental dans notre pays, ce serait très difficile. Extrêmement difficile. Parce que non seulement le sous-système francophone, ou alors langue française, est bien organisé en termes de découpage, en termes d'évaluation. Et cela est différent de l'organisation du système anglophone. Et dans ce même pays continent, il y a trois structures qui sont en charge d'organiser des évaluations certificatives. Il y a la DEC, il y a le DCBORD, il y a l'Office du baccalauréat, avec des spécificités propres. Pour nous, ce qui semblerait être important pour sortir, parce que vous avez dit que si quelqu'un parle à la parole, il va apporter des solutions. Nous n'avons que deux petites propositions à faire. La première, c'est de définir clairement le profil de sortie de l'élève. Quelles sont les compétences qu'on peut donner à l'élève en rapport avec ce que vous appelez enseignement fondamental? Il faut. Et maintenant, essayer de situer cette sortie-là. Est-ce qu'on y va après le cours primaire, les 6 ans, de ce que nous on appelle ici l'école primaire? Est-ce après le cycle d'observation que nous situons 2 ans après le cycle primaire? Ou alors est-ce après le premier cycle, c'est-à-dire au niveau du BPC? Et ce BPC, je vous le rappelle, est différent. Lui, il est fait 4 ans après dans le système francophone et 5 ans après dans le système anglophone. Donc vous voyez la difficulté. Ça, la première sortie, donc, définir clairement le profil de sortie de chaque apprenant en termes de compétences. Deuxième proposition, moi je pense qu'il faut plutôt développer un système d'évaluation des acquis scolaires. Parce que, au lieu de nous limiter CP, BPC, probatoire, pour nous tamiser comme quelqu'un a dit, il faut développer un système d'évaluation complètement indépendant qui peut donc évaluer les acquis, l'enseignement, si vous voulez appeler fondamental, les acquis au niveau des différents filières d'enseignement technique, etc., etc. Cela est faisable en Afrique. Si vous prenez par exemple l'expérience de l'Afrique du Sud, il y a toute au Malassi, il y a une structure qui s'occupe exclusivement des évaluations des acquis scolaires. Et en Afrique du Sud, ils ont ce diplôme de sortie. Mais entre-temps, il y a quand même des systèmes d'évaluation des acquis après des niveaux bien définis. Voilà ce que je pourrais dire que pour le continent, peut-être que le programme AFRAN devrait commettre une étude particulière, parce que vous ne pouvez pas mettre le continent dans toutes les missions. Le continent est un continent et dans ses spécificités. Je vous remercie. de la société. Je vous présente. S'il vous plaît, est-ce que je peux parler? Ça va, c'est bon.
Ok, moi je voulais surtout que le problème de la transition se recadre dans la mesure où effectivement la question doit vraiment être contextualisée. Dans les contextes comme les nôtres, les problèmes de transition se jouent d'abord dans les familles et sont des problèmes informels. Je me rappelle que dans nos familles, nous avions des fratries. Et selon que dans cette fratrie, vous avez un aîné qui a été au collège, alors vous irez au collège. Et souvent, s'il arrive que dans la fratrie, il n'y ait pas d'aîné qui soit allé au collège, mais qui a fait des affaires, il avait tout le sens de vous convaincre que c'était des affaires qui procurent un avenir et du coup, vous n'aviez pas envie d'aller au collège ou d'aller ailleurs. Donc, du coup, si nous prenons le cas de la plupart de nos familles africaines, la question de secondaire ou pas secondaire se joue dans la fratrie. Ensuite, la question de l'accompagnement en ce qui concerne l'aide au devoir, la compréhension du système, etc., ça se joue encore dans la fratrie, étant donné que nos écoles primaires n'ont pas les systèmes d'assistance sociale, les systèmes de tous les autres accompagnements et tous les autres aides qui sont autour de l'école pour accompagner l'apprenant pour qu'il puisse faire le pas vers l'enseignement secondaire. Et après, quelle est même finalement la plus-value aujourd'hui? Parce que d'autres études aussi montrent que certains boulots d'étranglement se fait dû au fait que les écoles secondaires aujourd'hui n'ouvrent pas de perspective. Et du coup, les parents ou bien toute la société ne voient plus d'intérêt à ce que les élèves puissent aller dans l'enseignement secondaire et les passerelles comme les SAR et les autres structures après l'école primaire permettent justement d'entrer. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on ne garderait pas donc le CEP? Merci Marcel. On va prendre les deux intervenants qui viennent la main, j'arrive après et je demande aux deux d'être brefs. On va montrer l'exemple. Merci, une fois de plus, c'est Tamo Fouriani, enseignant à l'Université de Yaoundé. Alors, ma contribution s'inscrit dans la suite de celle des deux précédents, mais concerne beaucoup plus le formateur, l'enseignant. Parce que dans notre système, l'école primaire est tenue par l'enseignant formé dans les écoles normales d'instituteurs. Maintenant, lorsqu'on arrive au secondaire, on a le système d'enseignement technique où on a les instituteurs de l'enseignement technique qui sont formés dans les écoles normales d'instituteurs d'enseignement technique qui font leur travail avec d'autres catégories d'enseignants qui sont formés à l'école normale supérieure, appelés professeurs des collèges d'enseignement technique. Donc, il y a ce chevauchement de deux acteurs qui ont des profils de formation totalement différents, qui interviennent dans le même cycle d'apprentissage, c'est-à-dire les 4 premières années d'enseignement technique, ce que vous allez mettre dans le registre des collèges. Maintenant, au niveau de l'enseignement général, tous ceux qui interviennent, que ce soit au premier cycle ou bien au second cycle, sont formés à l'école normale de l'enseignement supérieur, l'école normale d'enseignement supérieur, l'école normale supérieure. Voilà. Donc, vous voyez donc qu'il y a une dissonance dans les profils de formation qui met à mal la continuité de l'offre didactique et pédagogique lorsqu'on passe du primaire au secondaire. Alors, qu'est-ce que le programme Apprend propose de façon pratique, technique, en termes de révision de la formation des enseignants
pour qu'ils puissent assurer cette transition. Alors, aujourd'hui, peut-être c'est par coïncidence, au Cameroun, il y a une réforme qui peut-être va prendre comme ici l'année prochaine, où l'accès à la formation pour être enseignant ou instituteur de l'enseignement général se fait avec le bac pour 2 ans de formation. Alors, il y a cela quelques années, et puis jusqu'à l'année passée, on y a accédé avec le BEPC pour faire 3 ans de formation. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir à l'école primaire des instituteurs qui ont le BEPC, d'autres qui ont le probatoire, et d'autres qui ont le bac avec 1 an de formation, et évidemment d'autres qui auront le même bac avec 2 ans de formation? Comment ça va se passer? Est-ce que cela n'est pas nécessaire, peut-être pour que le cycle d'enseignement fondamental soit harmonisé en termes de formateurs, qu'on puisse ramener tous les enseignants qui interviennent au primaire et au premier cycle du secondaire dans une même structure de formation pour que l'offre pédagogique reste cohérente et continuelle de la première année du primaire jusqu'à la dernière année du collège. Merci. Pendant que le micro arrive à se dire pourquoi, on ne peut pas encore parler, faciliter une petite information. Apprendre ne prescrit pas telle ou telle réforme. Quand apprendre intervient sur des sujets tels que les réformes de la formation, c'est toujours à la demande du ministère et dans une logique de co-construction, avec des spécificités, comme vous l'avez évoqué, spécifiques à chaque pays. Donc, nous n'avons pas un guide, une recette idéale, on a des principes, on a décidé. On les avance en cas de dialogue avec les partenaires. On est plutôt dans une situation on se place plutôt dans une logique de ressources. Quand on fait intervenir, quand on laisse les chercheurs travailler pour faire plus de recherche, pour qu'ils proposent des choses, pour valider les prescriptions d'apprendre. Voilà le second. N'attendez pas, attendez d'apprendre une reste, attendez d'apprendre, motivé pour aider, mais on est motivé pour aider dans une logique de construction d'avenir. Voilà. Oui, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je suis Pierre Fourquois, professeur, vice-recteur à ICT University. Mais ici, le chapeau que je porte pour prendre parole, et ça me donne un peu de sens et d'énergie, c'est référent senior au BIE. Et ceci dit, il y a un point que nous avons soulevé ce matin, mais je ne laissez pas tarder beaucoup. Et je pense que tous nos questionnements tournent un peu autour de ce point. Parce que c'est ce point qui nous permettrait de trouver des éléments de conception, des outils de conception, des outils de planification, des outils de conduite et d'évaluation qui se trouvent être dans le pouvoir de l'AUF, qui est l'enseignement supérieur. C'est-à-dire quelque chose qui est différent du pouvoir de l'UNESCO, du pouvoir de l'UNICEF, donc un pouvoir assez élevé. Et ce point, c'est l'observatoire. Quand j'ai suivi une perspective, une solution d'observatoire, je me suis dit c'est bien qu'on puisse y réfléchir sur sa configuration. Quand je dis configuration, c'est des éléments qui vont certainement nous permettre de résoudre tous ces points. Et depuis ce matin, quand j'ai suivi ça, j'ai fait ma grille, et ma grille correspond très bien aux éléments qui peuvent entrer dans cet observatoire. Alors, le premier point, c'est quoi? Le premier point, c'est qu'il faudrait qu'apprendre nous apprend à élaborer le référentiel national de compétences et de culture, qui est justement, on peut dire, notre trajectoire qui nous permet de voir, comme on a dit ce matin, le profil de sortie au coin 2 et le profil de sortie en classe de 5e pour quelques-uns et en classe de 3e pour d'autres. Donc on peut dire trajectoire de la personne que l'école doit former. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il nous faut réfléchir sur le référentiel des cadres de supervision.
C'est là-dedans qu'on parlera de réalité, c'est-à-dire des conditions, c'est-à-dire, voilà, c'est ça, c'est-à-dire le profil de compétences, le profil de ceux qui encadrent dans notre trajectoire. Et vous verrez très bien que ça nous permettrait non simplement d'avoir une vision de qui doit enseigner de façon à ce que cette transition soit harmonieuse, quelles sont ses compétences, et là les problèmes de premier cycle, deuxième cycle, les problèmes de l'instituteur et l'enseignant du secondaire, on va trouver des solutions. Le troisième point, c'est un point qui porte sur l'ingénierie d'éducation et de formation, avec les pratiques d'éducation. Nous en avons beaucoup parlé ce matin, et je pense qu'à partir de ce point, nous aurons la possibilité de voir exactement comment il faut mettre sur pied des pratiques qui ne soient pas des pratiques contradictoires entre ce qui se passe au secondaire et ce qui se passe au primaire. Le quatrième point porterait sur le continuum. Vous faites peur avec la quatrième point, vous regardez avec vos chapeaux. Pardon? Vous faites peur avec la quatrième point, j'ai fait peur. Non. Je donne des concepts qui peuvent être utilisés. Le quatrième point, c'est le continuum en curriculum. Quand on dit continuum, c'est-à-dire nous partons du profil du premier point pour dire que ce qu'on va enseigner à tel niveau, ça correspond à quoi? On va les étapes, quelqu'un a parlé des étapes. Monsieur l'IG vient de dire, il faut savoir exactement qu'est-ce que nous attendons à chaque niveau et pourquoi nous devons continuer. Le cinquième point, et c'est le dernier, c'est le point des facteurs, c'est des facteurs contemporains de l'éducation qui émergent dans chaque pays. Et qu'actuellement on entend par ça éducation à la citoyenneté, éducation à la paix, éducation à la... Selon les troubles, selon les phénomènes sociaux, il faut que ce point porte sur des questions socialement vives. Actuellement, c'est une question d'éducation à l'alimentation, à la nutrition, à ceci, à ceci. Ce sont des points qui, à un moment donné, demandent à ce que notre transition puisse, et normalement, décider à avoir un cycle cohérent qui sortent des débats sociaux de l'éducation. Je ne veux dire simplement le point sur l'observatoire. Et pour moi, un point à pouvoir intégrer toutes les questions. Que fait apprendre? Voilà un espace dans lequel apprendre peut élaborer des outils. Comme il a dit, apprendre ne donne pas des décisions, mais des outils pour que quelques-uns aillent appliquer. Merci. Merci à vous. Merci à l'auditoire. Merci surtout à nous qui a été une véritable table ronde avec des confrontations de points de vue qui ne seront pas tranchées ici. Voilà. Nous laissons la rue de place à Jean. Donner un nouvel aperçu sur cette Ali de base, j'aimerais beaucoup dire. Écoutez, c'est très flatteur pour moi de prendre le dernier la parole après une journée aussi riche, mais j'ai conscience que c'est très dangereux. Si, je pense que les collègues de la table ronde sont prêts à me détester si je déforme trop, si je résume trop leurs propos, et les collègues de la salle vont me détester si je parle trop longtemps. Alors, s'il vous plaît, que personne ne m'attende à la sortie. Je cours très vite et je vous attendrai pas. Alors, rapidement, je crois que le premier mot de la table ronde a résumé en fait ce qu'on a fait de toute la journée, c'est-à-dire on parle de la même chose mais pas de la même manière. Ça, c'est il me semble le résumé le plus parfait. Alors, il a été donné d'exemples disciplinaires, on pourrait l'étendre à tout ce qui a été dit. Je crois qu'on a parlé très largement aussi des difficultés des systèmes éducatifs. Je vais y revenir un petit
petit peu. On a posé plus ou moins la question politique de l'organisation du ministère vers la lycée, comme il est convenable de le faire dans une telle assemblée. Notre collègue aussi a expliqué pourquoi Haïti avait été donc impliqué dans leur recherche, ce qui peut paraître un peu étonnant au début, mais justement parce que ça posait une des deux questions clés de cette table ronde, en particulier celle de l'enseignement fondamental. Deux points sur lesquels on a discuté, il me semble, grâce à vous, c'est justement cette question de la transformation éventuelle d'un enseignement primaire en enseignement fondamental, avec des opinions contradictoires, mais avant de revenir sur ces opinions, je voulais revenir sur quelque chose qui n'a pas été exprimé comme ça, mais qui me paraît clair quand même. C'est pas seulement ici, c'est partout dans toutes les lectures, la contradiction, ou en tous les cas, le conflit plus ou moins évident entre le curriculum officiel et puis ce qu'on appelle le curriculum caché. Curriculum caché, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans les familles, qu'est-ce qui se passe dans les familles, qu'est-ce qui se passe dans la culture, qu'est-ce qui se passe chez les enfants qui sont amenés à faire cette formation. La question du continuum, c'est une tentative de réponse à ces questions-là. On a vu que le débat posé sur est-ce que finalement c'est repousser le problème à la classe de troisième, on met la poussière sur le tapis, quelques années plus tard. Et puis on trouve une position moyenne avec non finalement il y a des raisons pragmatiques, des infrastructures, etc. On trouve un compromis. Non, on ne va pas supprimer le concours d'entrée en primaire, mais on va le réformer, on va l'adapter. On demande une posture de bienveillance. Voilà, et donc on se retrouve quand même sur un consensus, on va dire, sur ces questions-là, à contextualiser, comme il a été dit dans la salle, en fonction des intérêts affichés par chacun des pays présents. Et puis, la deuxième question, c'est la difficulté donc d'assurer ce continuum, là, lié aussi à des véritables problèmes extérieurs à l'école, par exemple, l'existence de l'état civil exactement constitué. Et donc, ça, c'est comment organiser un sous-ensemble éducatif dans une société si les cas de ce type-là, mais j'ai constaté par des recherches que j'ai suivies, par exemple, c'est la question d'avoir une structure étatique, par exemple en termes de statistiques. Si on n'a pas de véritable statistique au niveau de l'État, comment faire une étude quantitative digne de ce nom? Il n'y a pas vraiment de possibilité scientifique exacte. Voilà, donc je vais m'arrêter là, simplement avec ce qui a été dit dans la salle et qui m'a paru aussi extrêmement important, c'est-à-dire tenir compte du fait que dans un pays comme celui-ci, il y a deux systèmes éducatifs complètement différents. Ça ne se retrouve pas exactement dans ces termes-là dans d'autres pays, mais certainement il y a une différence régionale tellement forte que sans arriver à ce type de dichotomie-là, il y a quand même cette prise en compte contextuelle à apprendre. La nécessité de définition des profils de sortie, ça, alors on arrive à la question de décomposition. L'observatoire ce matin, c'est revenu, ça nous paraît vraiment un acquis fondamental de cette journée, cette proposition-là. La nécessité donc de définir des profils de sortie, la nécessité de situer le niveau de cette sortie, parce que dans le profil, quand on doit sortir, et puis la question de développer ou pas un système d'évaluation des acquis qui soit indépendant. Et je vous laisse réfléchir à cette question de
enfants, le palais contrôleur. Vous m'entendez? Merci beaucoup Jean-Pierre pour cette synthèse des travaux de cet après-midi. Merci beaucoup Monsieur le Secrétaire Général, cher Evan, Hilaire, Julie Carré, Jacques. Merci pour tous ces échanges qui ont été très riches et qui clôturent cette première journée, qui donne déjà quelques pistes sur cette problématique transition école-collège. Nous continuerons demain les débats. Nous vous donnons rendez-vous à 9h. Vous pouvez bien sûr arriver un peu à l'avant. Nous vous accueillerons à 8h30 pour poursuivre donc ces échanges. Merci beaucoup aux panélistes. Merci beaucoup Jean-Pierre également pour cet accompagnement. Bonne soirée à toutes et à tous et on vous donne rendez-vous demain pour la suite des échanges. Merci à vous.